J'ai passé 2 mois à préparer le mariage de ma sœur, mais quand je suis arrivé, le marque-place à mon siège indiquait « Petite sœur stupide et peu éduquée ». Tout le monde riait. Jusqu'à ce qu'un m'entre et dise. Je m'appelle Patricia L, et j'avais passé 2 mois à préparer le mariage de ma sœur. J'ai contacté la fleuriste, ajusté le plan de table, géré les appels de dernière minute des prestataires, et je suis même resté éveillé tard pour nouer chaque petit ruban sur les cadeaux des invités. Je croyais que si je faisais assez d'efforts, si je donnais tout ce que je pouvais, alors peut-être que cette fois, je me sentirais vraiment à ma place dans la famille, au lieu de me tenir juste à l'écart. La salle de bal d'un palace sur la promenade des Anglais à Nice scintillait sous une chaude lumière dorée, la musique se mêlant à des conversations polies et mesurées. Les invités se déplaçaient dans la salle en tenues élégantes, arborant des sourires polis au bord tranchant, le genre de sourire qui vous faisait sentir que chaque compliment était en réalité une comparaison. Ma sœur se tenait près de la table d'honneur, entourée d'invités se penchant vers elle, offrant une chaleureuse admiration à quelqu'un qu'ils considéraient comme parfait. Je me suis dirigé vers l'endroit où ma place était censée se trouver, m'attendant à trouver le carton nominatif que j'avais préparé des semaines auparavant. Mais en arrivant à la table, je me suis arrêté. Le carton devant moi n'était pas ce qu'il aurait dû être. Écrit clairement et en gras dessus se trouvaient les mots « Petite sœur stupide et peu éduquée ». Quelques invités m'ont jeté un regard avec des sourires dénués de toute bienveillance. Et puis la pièce a semblé s'arrêter quand un homme est entré. Il a regardé la table, a regardé le carton, puis les visages autour de nous, et il a dit quelque chose qui a tout changé. Si vous vous trouviez dans cette situation, à cet instant précis, avec tous les regards fixés sur vous, que feriez-vous? Partagez vos pensées honnêtes dans les commentaires. Je veux entendre votre réponse. 2 mois avant le mariage, tout semblait différent. C'est à ce moment-là que les préparatifs ont commencé, et je me suis retrouvé au centre de chaque conversation, de chaque décision, de chaque moment qui exigeait que quelqu'un fasse le travail que personne d'autre ne voulait faire. Mélissa, ma sœur aînée, avait toujours été la personne autour de laquelle tout le monde semblait graviter, le genre de présence qui remplissait une pièce sans effort. Evan, son fiancé, se comportait avec la confiance polie de quelqu'un habitué à être admiré, le genre d'homme qui n'élevait jamais la voix parce qu'il n'en avait jamais besoin. Leur mariage était destiné à être grandiose, élégant et inoubliable. Et d'une manière ou d'une autre, la responsabilité de cette grandeur a reposé sur mes épaules. C'est moi qui appelais le palace niçois, qui négociait les dates disponibles entre les galas de charité et les événements d'entreprise, qui m'assurait que les lustres en verre seraient polis et que la terrasse au bord de la mer aurait assez de chauffage pour la brise du soir. J'ai programmé la séance de dégustation pour le menu, examiné les échantillons de fleurs dans 3 palettes de couleurs différentes, et comparé les prix de texture de linge de table qui semblaient identiques à tout le monde sauf à moi. Chaque fois que je tenais Mélissa au courant, elle répondait avec le même ton doux en surface, mais dédaigneux en dessous comme si mes efforts étaient simplement l'ordre naturel des choses. Tu sais, cela compte beaucoup pour notre famille, n'est-ce pas, disait-elle. Ce ne serait tout simplement pas juste si quelqu'un d'autre que toi m'aidait. Tu comprends ça? Evan intervenait parfois dans ces conversations, offrant un compliment qui sonnait poli et creux. Tu fais un excellent travail, remarquait-il, mais ses yeux étaient déjà ailleurs, parcourant son téléphone ou admirant sa montre. Son approbation semblait être quelque chose de délivré par habitude, non par sincérité. C'était comme si mes contributions n'existaient qu'en tant que bruit de fond de leur célébration. À la maison, la dynamique n'était pas différente. Maman me rappelait sans cesse que j'étais, la raisonnable, celle sur qui on pouvait compter pour ne pas causer de stress. Elle formulait ses paroles comme de la sagesse parentale, mais le message était sans équivoque, Mélissa a beaucoup de choses en tête. Tu sais la pression qu'elle subit. Aide-la, c'est tout. Tu es meilleure pour gérer ces choses de toute façon, Patricia. L'attente avait été établie bien avant les invitations de mariage ou les arrangements floraux. J'avais été élevé pour m'effacer afin que les autres puissent briller. Papa restait la plupart du temps silencieux, observant depuis la périphérie des conversations, donnant toujours l'impression d'avoir des pensées qu'il n'exprimait jamais. Il voyait la façon dont les tâches s'accumulaient sur mes épaules, voyait comment l'épuisement s'installait dans mes yeux, mais chaque fois que je croisais son regard, il offrait simplement un faible sourire fatigué. Son silence ne semblait pas cruel, mais il me laissait tout de même seul. Il y a eu des moments où je me suis remise en question. Je m'asseyais dans la voiture devant la salle d'exposition d'un fournisseur où je faisais la queue au magasin de loisirs créatifs en tenant des bobines de ruban sous mon bras, et je me demandais si je faisais cela par amour ou par habitude. Je me disais que c'était de l'amour,
que c'était à cela que la famille était censée ressembler. Je continuais à croire que si je travaillais assez dur, si je me montrais assez utile, alors je pourrais gagner une place qui me semblerait mienne. Je voulais être incluse, appartenir, être vue sans être comparée. Personne n'a jamais dit merci, pas une seule fois. Mais je continuais parce que quelque part en moi, j'espérais que l'effort comptait. Une semaine avant le mariage, l'atmosphère a commencé à changer d'une manière que je pouvais sentir plus que je ne pouvais l'expliquer. La liste de contrôle était presque terminée, les confirmations finales étaient en cours, et je pensais que ce serait l'étape où tout le monde exprimerait sa gratitude, ou au moins un sentiment de soulagement calme. Au lieu de cela, des commentaires subtils ont commencé à se glisser dans les conversations, comme de petites coupures que j'étais censé ignorer. Cela a commencé lors d'un dernier rendez-vous de dégustation pour le menu de la réception. J'ai suggéré une option de salade plus légère, car de nombreux invités avaient mentionné des préférences alimentaires. Mélissa n'a pas répondu à l'idée elle-même. Elle a simplement souri à la coordinatrice et a dit, d'un ton qui semblait agréable en surface, « Patricia fait de son mieux. Elle a de bonnes intentions. » La phrase est restée en suspens. L'implication ne concernait pas la salade, elle me concernait moi. J'ai senti le signe de tête polie de la coordinatrice, celui qui accuse réception de la conversation mais ne remet pas en question la hiérarchie dans la pièce. Plus tard cet après-midi-là, Evan a examiné le plan de table. Il a à peine levé les yeux et a remarqué, c'est intéressant de voir comment certaines personnes trouvent des moyens de rester impliquées dans des choses qu'elles ne comprennent pas entièrement. Le commentaire n'était dirigé contre aucune tâche particulière. Il m'était destiné. Son ton n'avait pas besoin d'être tranchant pour frapper avec force. Il suggérait que mes efforts étaient tolérés plutôt que valorisés. J'ai essayé de mettre de côté ces moments. Je me suis dit que l'organisation d'un mariage pouvait mettre n'importe qui à rude épreuve. Je me suis convaincu que j'interprétais excessivement des remarques désinvoltes. Pourtant, les commentaires ont continué, à petites doses précises. Maman a insisté sur le fait que Mélissa devait être stressée et que je devais être la première à comprendre. Elle m'a rappelé que les familles exigent des compromis. Son compromis semblait toujours venir de moi. Papa offrait le silence au lieu d'une opinion. Il s'asseyait à table, écoutant ces échanges, mais son regard restait bas. Ce silence créait un poids que je devais porter seul. Cela suggérait que perturber la paix était pire que d'être rabaissé. Le pire moment de cette semaine ne s'est pas produit en famille. C'est arrivé lorsque mon amie Renée a remarqué que je semblais distraite pendant le déjeuner. Elle n'avait pas été impliquée dans les préparatifs et ne connaissait pas la longue histoire qui façonnait ces dynamiques. Quand elle m'a demandé comment les choses se passaient, je lui ai donné un bref résumé de la situation. J'ai dit que la planification était presque terminée et que tout devrait bien se passer. Elle a écouté attentivement et a posé quelques petites questions de clarification. Ce n'est qu'après que j'ai mentionné les commentaires, le ton, la correction constante et silencieuse de ma place par rapport à tous les autres. L'expression de Renée a changé, non pas avec colère, mais avec une inquiétude aiguisée par la lucidité. Elle a dit, « S'il ne t'apprécie pas, alors pourquoi continues-tu à faire tout ça ?» Sa question semblait simple, mais elle a ouvert quelque chose en moi. J'ai cherché la réponse et j'ai réalisé que je n'en avais aucune qui semblait saine ou forte. Je lui ai dit que je voulais que tout soit parfait pour la famille. Je voulais appartenir d'une manière qui me semble sûre, même si je devais le mériter. Renée m'a regardé sans jugement, mais elle n'a pas adouci sa position. Elle a dit, « Tu n'as pas à prouver ta place à des gens qui profitent du fait de te la nier. » Ces mots se sont installés dans mes pensées et ne les ont plus quittés. Même avec ces encouragements à tout laisser tomber, j'ai continué. Je suis allé à chaque rendez-vous restant, j'ai finalisé chaque détail, et je me suis convaincu qu'il était important de finir ce que j'avais commencé. Je croyais que l'achèvement de la tâche pourrait créer un petit changement dans la façon dont j'étais perçu. Je voulais croire que l'effort pouvait transformer la façon dont l'amour était exprimé. Alors que la semaine touchait à sa fin, les préparatifs avançaient vers leur achèvement. Il ne restait plus que la cérémonie elle-même. La veille de la cérémonie s'est déroulée comme un sprint final après une longue course, le genre de journée où chaque petit détail semble plus délicat que d'habitude, comme si le mauvais mot ou un ruban mal placé pouvait faire basculer toute la célébration. Je suis arrivé tôt à la salle de bal du palace car j'avais accepté d'aider à la dernière vérification du décor et du programme. L'air à l'intérieur contenait ce mélange familier de parfums floraux et de bois poli, superposé à un faible bourdonnement de mouvement et d'anticipation. Mélissa se tenait près du mur en miroir avec une maquilleuse et une styliste qui s'affairaient à ses côtés.
Quand elle m'a vu, son regard est passé de mon visage à la housse à vêtements que je portais. Elle a demandé à voir la robe que je prévoyais de porter pour le dîner de répétition, son ton impliquant déjà que l'approbation n'était pas garantie. J'ai étalé la robe avec soin, le tissu doux se déployant sans pli sur la table. Elle était modeste, simple, et choisie parce que je pensais qu'elle compléterait sa palette de couleurs plutôt que d'attirer l'attention. Mélissa l'a étudiée plus longtemps que nécessaire avant de dire qu'elle était trop simple, trop discrète, et ne convenait pas pour les photos. Elle a mentionné que c'était un événement de haut niveau auquel de nombreux associés des Vents et leurs familles assisteraient, et que cela donnerait une mauvaise image d'elle si une partie de la présentation visuelle semblait incohérente. Ses paroles semblaient cliniques et répétées, comme si elle avait préparé ce discours bien avant mon arrivée. Evan a rejoint la conversation un instant plus tard, ne commentant pas la robe elle-même, mais ce qu'il croyait qu'elle représentait. Il a dit quelque chose sur le fait que les apparences façonnent la perception, sur l'importance d'aligner l'image de la famille avec le succès qu'il souhaite projeter. Son ton était suave, presque amical, mais le sens me pressait vivement. J'ai réalisé qu'ils essayaient de me modeler en un personnage secondaire, quelqu'un de visible mais silencieux, présent mais sans importance. J'ai essayé d'expliquer que la robe avait été choisie avec soin, que je voulais les soutenir et faire de cette journée une réussite. Ma voix était stable, mais je sentais la tension monter dans ma poitrine. Mélissa m'a interrompu, disant qu'elle avait déjà arrangé une tenue de rechange qui s'accorderait mieux. Elle m'a tendu une robe qui n'était en rien mon style serré, scintillante, et conçue pour attirer les regards pour des raisons qui semblaient plus moqueuses que festives. Elle m'a dit d'être gracieuse et coopérative, comme si ma résistance prouverait en quelque sorte leur supposition à mon sujet. Quand maman s'est approchée, j'ai espéré qu'elle pourrait jouer les médiatrices, mais elle a simplement posé une main sur le bras de Mélissa et m'a dit que nous devrions éviter les conflits inutiles. Elle m'a rappelé que les mariages étaient stressants et que Mélissa avait beaucoup à gérer. Papa se tenait légèrement derrière elle, les mains dans les poches, les yeux baissés, évitant de prendre part au désaccord. J'ai compris le message avec une clarté douloureuse, on attendait de moi que je cède, car c'était le rôle qui m'était assigné. J'ai emporté la robe de substitution aux toilettes, et pendant un instant, je suis resté seul, sentant le silence s'épaissir autour de moi. Je me suis regardé dans le miroir, ne pleurant pas, ne craquant pas, essayant juste de comprendre pourquoi je continuais à me convaincre que tout cela valait la peine d'être enduré. Je me suis dit que demain, quand tout se déroulerait et que les vœux seraient prononcés, je pourrais me sentir à ma place, même juste un peu. J'ai enfilé la robe qu'ils avaient choisie, je suis retourné dans la salle de bal, et j'ai agi comme si rien en moi n'avait changé. Tout le monde se déplaçait dans l'espace comme s'ils célébraient déjà. Je me suis déplacé avec eux, bien que chaque pas me semblât plus lourd que le précédent. C'était la veille de la cérémonie, et je disparaissais déjà. Au son doux des cordes et dans la lueur chaude des lustres, j'ai traversé la salle de bal pour trouver ma place. La salle du palace niçois scintillait d'une élégance qui aurait dû être synonyme de célébration. Les rires passaient de table en table, et les verres teintaient avec de doux carillons. Les invités se penchaient les uns vers les autres avec une grâce étudiée, échangeant des compliments, des louanges et des formalités agréables. Pourtant, sous cette surface polie, il y avait une tension que je pouvais sentir dès que j'entrais, fine comme un fil, mais impossible à ignorer pour celle qui la portait depuis trop longtemps. Je suis passé devant des tables remplies de personnes que j'avais coordonnées, contactées, organisées et rassurées tout au long du processus de planification. Ils se saluaient chaleureusement, mais quand ils me voyaient, leurs yeux se détournaient comme si ma présence leur rappelait quelque chose qu'ils ne souhaitaient pas reconnaître. Pourtant, je cherchais ma table avec le petit espoir que la cérémonie elle-même effacerait la distance tacite qui s'était creusée autour de moi. Quand j'ai atteint ma place, j'ai vu le marque-place avant toute autre chose. Il était positionné nettement contre la serviette pliée, calligraphié dans le même script élégant que j'avais sélectionné des semaines plus tôt lors d'un appel tardif avec le concepteur de papeterie. Mais le nom imprimé dessus n'était pas le mien. Ce n'était aucun nom du tout. Il était écrit « Petite sœur stupide et peu éduquée ». Les mots semblaient incroyablement forts bien que personne ne les ait prononcés. Un rire court et forcé a éclaté quelque part à ma gauche. Quelqu'un de l'autre côté de la table a baissé le regard, mais un léger sourire a trahi l'amusement qui se dessinait au coin de ses lèvres. Les rires se sont propagés subtilement, prudemment, comme s'ils étaient enveloppés dans une retenue polie. Mais leur cruauté était sans équivoque. C'était le genre de rire conçu pour exclure, pour définir les frontières de qui appartenait et de qui n'existait que pour être comparé. Je n'ai pas parlé. Je ne me suis pas assise. Mes mains reposaient sur le dossier de la chaise,
stable d'une manière qui ne ressemblait pas au calme, mais à un choc essayant de me maintenir en place. Mélissa m'a vu, et son expression s'est transformée en quelque chose qui ressemblait à un sourire, bien qu'il ne contienne aucune chaleur. Il y avait une lueur dans ses yeux, une satisfaction triomphante qui me disait que ce moment n'avait pas été accidentel. C'était intentionnel. Elle voulait que je le voie. Elle voulait que les autres me voient le voir. À côté d'elle, Evan a pari. Sa réaction était plus silencieuse mais plus vive. Il m'observait avec le détachement mesuré de quelqu'un qui évalue les dommages qu'une seule scène pourrait causer à une image qu'il valorisait au-dessus des relations, au-dessus de la sincérité, au-dessus de la dignité. Son silence n'était pas neutre. C'était une approbation. La musique a continué. Les verres ont continué de scintiller. Pourtant, l'air autour de notre table avait changé. Pendant un instant, j'ai envisagé de m'asseoir et de prétendre que cela ne signifiait rien. J'ai pensé aux nuits tardives à nouer des rubans, à choisir du linge de table, à finaliser les changements de prestataires et à réécrire les plannings à l'aube. J'ai pensé aux fois où je me suis dit que l'amour et l'appartenance étaient des choses que l'on pouvait mériter si l'on essayait simplement plus fort, si l'on donnait plus, si l'on se sacrifiait plus silencieusement. Mais quelque chose en moi a basculé, subtil mais solide, comme une porte qui avait été laissée déverrouillée et qui se fermait enfin d'un clic. J'ai reculé de la table. J'allais partir. Et puis les portes de la salle de bal se sont ouvertes. Un homme est entré, stable dans son mouvement, déterminé dans sa présence. C'était Caleb, mon partenaire et le principal investisseur derrière l'entreprise sur laquelle Mélissa et Evan avaient bâti leurs ambitions. Il n'a pas élevé la voix. Pourtant, l'énergie dans la pièce a changé dès qu'il est entré. Les conversations ont ralenti. Les têtes se sont tournées. Même la musique a semblé s'adoucir. Il s'est approché de la table, a vu le marque-place, et l'a lu sans le toucher. Son regard s'est levé lentement, rencontrant d'abord celui de Mélissa, puis celui d'Evan, puis celui des invités qui avaient ri et qui étaient maintenant assis, immobiles. Sa voix était calme et claire. Il semble que nous devrions parler de quelque chose que vous n'avez jamais pris la peine de comprendre, dit-il, en particulier de ce qui maintient votre entreprise et de ce qui se passe lorsque les fondations sont retirées. Mélissa a été la première à réagir. Son sourire a vacillé. La confiance de sa posture s'est effondrée alors que la prise de conscience s'installait dans ses yeux. Elle s'est avancée, la voix tendue alors qu'elle essayait de paraître composée, insistant sur le fait que le marque-place avait été une blague inoffensive et que tout le monde en faisait trop. Mais il n'y avait plus de rire pour la soutenir maintenant. Le visage d'Evan est devenu blême. Sa main s'est resserrée sur le dossier de sa chaise comme s'il se préparait à l'impact. Il a immédiatement compris ce que les mots de Caleb signifiaient. Sans l'investissement, leur entreprise ne survivrait pas au trimestre. L'avenir qu'ils avaient paradé toute la soirée a commencé à se fracturer en temps réel. « Attends » murmura Mélissa en tendant la main. « On peut arranger ça. » « Ne pars pas » Caleb la regarda, puis me regarda. Nous sommes sortis ensemble. La salle de bal est restée silencieuse derrière nous. 3 semaines après le mariage, tout ce qui avait été soigneusement mis en scène pour paraître sans effort a commencé à se défaire de manière impossible à cacher. J'ai d'abord appris la nouvelle par fragments des bribes rapportées par des connaissances communes et des rumeurs du secteur jusqu'à ce que le tableau complet se dessine. Caleb avait officiellement retiré son investissement de l'entreprise que Mélissa et Evan avaient passé des années à promouvoir comme leur héritage commun. Sa décision a été documentée clairement, professionnellement et sans malice dans les déclarations officielles qui ont suivi. Il n'y a eu aucune accusation, aucun spectacle public, seulement une reconnaissance précise qu'il ne pouvait pas continuer à soutenir une entreprise dirigée par des individus qui traitaient les autres avec mépris, en particulier quelqu'un qui lui était cher. La perte de son soutien a créé un choc immédiat au sein de la structure interne de l'entreprise. Leur liquidité était déjà tendue, maintenue uniquement par les revenus prévisionnels et la confiance des futurs partenariats. Une fois que Caleb s'est retiré, plusieurs investisseurs qui étaient entrés dans l'affaire en raison de sa présence ont reconsidéré leur position. Les réunions qui avaient été pleines d'ambition se sont transformées en discussions urgentes sur des capitaux d'urgence, des plans de restructuration et le risque de défaut de paiement. Les fournisseurs ont commencé à exiger des paiements plus rapides, et les cabinets de conseil ont retiré leurs services lorsque les factures restaient impayées. L'image polie que Mélissa et Evan avaient montrée au mariage a vacillé et s'est fissurée sous l'examen. La couverture médiatique n'a pas commencé de manière malveillante. Elle a débuté par une courte note de l'industrie concernant le départ d'un investisseur stratégique. Cependant,
les investisseurs parlent, tout comme les clients, et bientôt des articles sont apparus remettant en question la stabilité de la direction. Quelques jours plus tard, un conflit interne a été révélé, des désaccords entre Melissa et Evan sur les décisions financières et la responsabilité. Leurs désaccords sont devenus plus bruyants, plus fréquents et plus difficiles à cacher. Alors qu'ils s'étaient autrefois présentés comme un couple uni et ambitieux, leurs conversations se sont transformées en disputes sur le blâme, la négligence et la réputation. À la maison, la tension a grandi. Je n'ai pas été témoin de ces moments directement, mais j'en ai assez entendu par la famille pour imaginer l'atmosphère, des voix élevées derrière des portes closes, de longs silences pendant le dîner, des chambres séparées. Le mariage qui avait été célébré avec des appareils photos, des discours et des applaudissements a commencé à se dissoudre dans la méfiance. Ma mère a tenté de me parler une seule fois pendant cette période. Elle a choisi ses mots avec soin, comme si reconnaître la situation trop clairement la rendrait plus réelle. Mon père a dit encore moins, mais son silence semblait différent d'avant. Il portait le poids de quelqu'un qui reconnaît quelque chose trop tard pour le changer. Melissa a finalement pris contact. Son message était long mais incertain, tournant autour de l'idée de vouloir parler et de dissiper les malentendus. Elle a écrit qu'elle ne s'attendait pas à ce que les choses dégénèrent, qu'elle n'avait jamais eu l'intention de faire du mal, et que la famille devrait rester unie dans les moments difficiles. J'ai lu ces mots lentement, les laissant s'installer, mais je n'ai pas répondu. J'ai compris que ce qui s'était passé au mariage n'avait pas été un moment isolé. C'était l'expression la plus claire de ce qui avait toujours existé sous la surface. Caleb n'a jamais présenté sa décision comme une vengeance. Il m'a dit un soir, alors que nous étions assis tranquillement ensemble, que la dignité compte aussi bien en amour qu'au travail. Choisir de la protéger n'était pas de la cruauté, c'était de la lucidité. Et la lucidité, une fois trouvée, est quelque chose dont on ne revient pas. Un long moment s'est écoulé après tout ce qui s'est déroulé dans les semaines suivant le mariage. L'intensité des événements s'est progressivement dissoute en quelque chose de plus calme, et ma vie s'est réorganisée sans la présence de la famille que je poursuivais autrefois. La distance n'a pas commencé par une déclaration dramatique ou une confrontation finale. Elle a simplement commencé par l'immobilité, une immobilité dans laquelle je me suis autorisé à reconnaître que je n'étais plus obligé de retourner dans un endroit qui ne m'avait jamais pleinement accueilli. J'ai loué un petit appartement près du port de Nice, où les fenêtres s'ouvrent sur le bruit de l'eau contre les quais. Les matins y venaient doucement, et pour la première fois depuis des années, je me suis réveillé sans répéter comment gagner ma place parmi des gens qui insistaient sur le fait que je n'étais déjà pas à la hauteur. J'ai appris à cuisiner uniquement pour moi-même, à remplir mes soirées de livres, de promenades et de musique douce. Il n'y a pas eu de grande transformation, pas de révélation soudaine de qui j'étais censé être. Il y avait simplement de l'espace et la capacité de respirer à l'intérieur. Caleb et moi ne sommes pas devenus le centre de l'existence de l'autre. Notre relation a continué, mais d'une manière sans hâte, libérée de la pression de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il ne m'a pas sauvé, et je ne me suis pas accroché à lui. Nous nous sommes choisis dans le sens où nous avons permis la présence au lieu de l'exigence, la compréhension au lieu de l'obligation. Parfois, nous partagions de longues conversations sur le travail, l'art et les erreurs. D'autres fois, nous nous asseyions tranquillement ensemble sans avoir besoin de parler. C'était de la compagnie, pas de la dépendance. Et cette distinction importait plus que je ne l'avais réalisé auparavant. Je ne suis pas retourné chez mes parents pour les fêtes, et je n'ai pas non plus ressenti le besoin d'expliquer mon absence. Il n'y avait ni hostilité ni désir. Des messages arrivaient occasionnellement, écrits sur un ton de politesse prudente plutôt que d'affection. Je ne répondais que lorsque c'était nécessaire. Je ne les évitais pas par colère, je reconnaissais simplement que la paix ne peut pas grandir là où la dignité est traitée comme négociable. Certaines distances ne sont pas des punitions. Ce sont des limites enfin respectées. Le monde a continué pour tous les autres aussi. La vie qu'ils ont construite a suivi son propre chemin sans ma présence, et je les laissais faire. J'avais passé si longtemps à croire que la famille exigeait des sacrifices à tout prix que je n'avais pas réalisé que l'amour sans respect n'est pas de l'amour, mais de la dépendance déguisée en tradition. Ce que j'ai gagné n'était ni la victoire, ni le triomphe, ni la satisfaction de voir les conséquences se dérouler. Ce que j'ai gagné, c'est la compréhension que ma valeur n'avait pas besoin d'être prouvée à ceux qui ne voulaient pas la voir. J'étais assez bien avant que quiconque en décide autrement. La leçon que j'ai fini par comprendre est simple, la famille ne vous demande pas de vous diminuer ou de supporter l'humiliation pour être inclus. L'affection qui exige le silence face au manque de respect n'est pas une affection qui mérite d'être conservée.
Chaque lien, qu'il soit de sang ou de choix, doit commencer par le respect mutuel. Sans cela, il n'y a pas de fondation assez solide pour supporter le poids de l'amour.